heures. Il a fait très chaud aujourd'hui et il fait encore très lourd ce soir. Alors, vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. Eh bien, je vous propose de rester en notre compagnie sur Europe 1 puisque nous sommes ensemble pour 2 heures de direct. Nous retrouvons nos horaires habituels ce soir et demain puisqu'il n'y a pas de match pendant ces 2 jours. Donc, bon, j'imagine que vous êtes un petit peu perdu avec ces horaires assez fluctuants. En ce moment, si vous prenez l'émission en cours, nous sommes ensemble 23h, 1h, c'est votre libre antenne. Le 39-21 est ouvert. Quentin et Clémence vous attendent, ils sont un peu anxieux, un peu inquiets. Ils me disent mais ça ne sonne pas ce soir. Je dis mais rassurez-vous, ils pensent que ça démarre à minuit, hein, c'est ça. Ils sont écrasés de chaleur et puis ils pensent que c'est encore bienvenue au club. Donc on va passer un peu de musique et puis on va vous attendre tranquillement, les amis. Vous savez que vous avez les courriels sur lesquels vous pouvez nous joindre, par lesquels vous pouvez nous joindre, www.carolinedublanche.europe1.fr et les SMS au 7 21 21 code nuit. C'est Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Coco me dit on a encore 24 degrés maintenant en Alsace. Ben oui, mais je crois que c'est un petit peu partout pareil. Allez, ouvrez les fenêtres, respirez. Vous êtes sur Europe 1 jusqu'à 1h39 21. Je vous attends. Et Yannick Noah, Angela. Allez, vous êtes content de retrouver pour un soir, pour 2 soirs avec demain les horaires. Merci à Saskia qui nous souhaite à tous une douce nuit. Merci à l'écureuil. Qui est parmi nous et qui salue la famille de la nuit, à Matt qui nous adresse un salut de Lyon, et puis quelqu'un me dit, vous ne rêvez jamais que personne n'appelle, que le standard reste affreusement muet avant de vous réveiller encore rouge d'angoisse. Non, je fais des rêves d'antenne, mais pas ceux-là. Je rêve parfois de l'antenne, mais pas ceux-là. C'est-à-dire où je rêve que je suis dans mon lit et que c'est Fifi qui m'appelle. C'est toujours lui le tyran. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fous? Je dis je dors et il me dit mais tu devrais être à l'antenne. Tu te rends pas compte, l'émission commence dans 3 minutes. Et là c'est la panique à bord. Je dis mais tu peux pas faire démarrer de chez moi. T'as pas un système et tout. Il me dit mais ça va pas bien. Voilà. Donc et là quand je me réveille et que je me rends compte que zen, je suis dans mon lit et que c'est vraiment la nuit que je peux dormir, c'est trop cool. Voilà. Donc, vous voyez, ça me poursuit quand même un petit peu, hein. Voilà. Allez, on va accueillir tout de suite Aline. Bonsoir, Aline. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi j'appelle. Mon appel est un peu triste. Hein. Je pense pas que ça va. Mais il n'y a pas de souci, Aline. Vous savez, on peut parler de tout, hein, sur cette antenne. Bah voilà. Non, mais moi j'appelle parce que suite à un licenciement anodin, bon, ça m'était jamais arrivé. Un licenciement anodin? Oui, c'est pas forcément anodin. C'est jamais anodin, licenciement. Bah voilà, ouais. Mais surtout les conséquences. J'ai été autonome pendant 20 ans, j'habitais seule. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à perdre mon logement et donc à retourner 2 mois chez ma sœur et ensuite chez ma mère. Qui peut pas, qui m'aime pas vraiment, quoi. Donc voilà, depuis 2 ans, je traîne dans les rues, du matin jusqu'au soir. Alors j'essaye de travailler et puis à chaque fois, ça sonne par un échec. Et aujourd'hui, c'était encore un échec parce qu'en fait, effectivement, ma mère, elle m'a envoyée dans un... Mes parents sont assez riches, hein, je précise, mais ma mère veut pas de moi, en gros. Donc, comme j'ai du mal à trouver un logement à Paris, oui. Donc, c'est pas très gai, quoi. Donc là, je suis encore dans les rues à cette heure-ci. Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver en tête-à-tête avec votre mère. Surtout, on est allé dans une association par enfant, qui s'appelle Olga Spitzer, mais la dame a dit, mais madame, vous dites que vous... Elle a dit à la dame, moi je veux pas que ma fille dorme chez moi. Alors la dame lui a dit, mais votre fille elle veut pas aller à la rue puisque vous avez les moyens de l'accueillir, donc elle est obligée de faire une procédure.
Donc je vais être obligée de faire une procédure. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas gai, mais tout le monde me l'a dit depuis longtemps. Mais parce que ça fait depuis longtemps que j'ai des soucis familiaux. Mais comme j'étais autonome, bon, je me suis dit, c'est comme ça dans toutes les familles. Mais là, le problème, c'est que je me retrouve presque à la rue, quoi. Mais alors, attendons. Mon père était millionnaire, alors il y a quelque chose que je comprends pas, quoi. Je sais pas ce que je dois foutre dans la rue, quoi. Je comprends pas. Non, ma mère, parce que je suis un peu, ce que vous disiez l'autre jour, un peu le patient de la famille, quoi. Voilà. On compte sur moi. Moi, j'ai aidé tout le monde, et puis maintenant, ben voilà, je me retrouve. Alors, que c'est-il? Quel âge avez-vous, Aline? Bah, je suis grande. Hein. J'ai quand même 40. J'ai fait de l'intérim toute ma vie. J'ai 47 ans. D'accord, vous avez fait de l'intérim. C'était un choix de votre part de faire de l'intérim? Bah, j'ai eu tort, mais c'était un choix. Non, mais... Ouais, c'était un choix. D'accord. Ouais. Et votre licenciement, que c'est-il? Enfin, c'était pour faute grave. Bah, il s'est rien passé. On m'a dit, écoutez, on ne veut plus voir votre gueule, on ne veut pas vous payer, donc on va vous virer. Comme ça, on vous payera pas. C'est tout. Puis, pendant mes vacances, j'ai reçu une lettre recommandée. Et puis, c'est tout. Hein. Il n'y a rien eu de plus. Alors, maintenant, c'est en cours, hein, Voilà, je peux pas trop en parler puisque l'affaire va être jugée, mais disons que c'est un peu triste pour moi parce que j'ai rien fait, quoi. Mais en même temps, vous savez, bon, bah après tout, j'ai mis un recours. C'est les conséquences qui ont été plutôt assez graves. Parce que voilà, la justice encore, ça arrive à tout le monde d'aller au prud'homme. Mais moi, le problème, c'est que les prud'hommes, c'est normal. Mais le problème, c'est les conséquences. J'aurais jamais cru que ma famille réagirait comme ça. Mais il y a rien à faire. En fait, même mon médecin me dit, mais de toute façon, même quand vous aviez 37 kilos, vous regardez même pas. Donc, vous savez, il y a rien à faire. Hein. Donc là, vous avez fait 37 kilos à un moment. Ah oui, mais personne. Mon père me demandait si j'avais le sida. Bah, je dis non, papa, j'ai pas le sida, non. Oui. Et votre médecin, vous avez un médecin qui vous suit? Mon médecin, il m'a dit, de toute façon, plus vous éloignerez d'eux, c'est pas possible de rester. Il vaut mieux votre mère, il vaut mieux partir, il vaut mieux tout sauf votre mère. Voilà. Donc effectivement, l'assignation en justice lui paraissait. C'est un médecin généraliste? Ouais, qui m'a sauvé la vie, qui m'a fait prendre 15 kilos, oui. Et je suis guérie, mais mon beau-frère est mort récemment d'une sclérose latérale amyotrophique. Et donc évidemment, j'ai complètement rechuté. Et puis dans ce contexte de mon licenciement, plus la mort de mon beau-frère, c'est vrai que c'est une maladie très dure. Et puis... Mais alors là, je ne comprends pas où vous vivez, parce que vous me dites que vous errez dans la rue. Je ne comprends pas parce que vous ne pouvez pas rentrer. Qu'est-ce que... Non, mais c'est-à-dire que je gère dans les rues de 7h du matin, globalement. Après, quand je travaille, je fais à mon travail. Non, mais là, vous ne travaillez pas. Mais depuis 2 ans, qu'est-ce que c'est errer dans les rues comme ça? Oui, j'ai compris que vous travaillez, que vous avez travaillé. De temps en temps. Pas tout le temps. Je travaille pas tout le temps. J'arrive pas, en fait, à travailler dans ces conditions-là. Parce que, en fait, je travaille là alternativement, mais là, vous voyez, mon patron m'a dit aujourd'hui que ça n'allait pas. Parce que je suis fatiguée, j'ai 8 de tension, je suis stressée, donc je peux pas travailler, je fais rien. Mais ça s'entend, c'est effectivement, on sent que vous êtes dans un état de grand stress, vous auriez besoin de repos, j'ai l'impression. Oui, j'ai besoin de repos, mais vous me reposez où? C'est ça Mais oui, mais vous vivez où actuellement? Alors, normalement, j'étais censée vivre chez ma mère, et comme elle veut plus de moi, elle m'a placée dans 8 mètres carrés. Donc, je suis dans 8 mètres carrés, donc je peux pas cuisiner, je peux pas me laver. Bon, je me débrouille. Pendant 2 ans, j'ai dormi sur un matelas pneumatique. Bon, c'était vraiment le monsieur qui m'a prêté ça, c'est déjà très gentil. Sauf qu'à un moment donné, on est allé dans une maison de médiation familiale, et là, la dame a dit, mais vous me parlez d'un tiers absent. Votre fille, aujourd'hui, pour moi, elle est sans logement, puisque vous ne voulez pas l'accueillir. Bon, elle m'accueille, mais elle me demande tous les jours de partir, donc ça revient pour moi un peu au même. Je suis menacée tous les jours. Elle me dit, mais quand est-ce que tu trouveras un logement? Mais tu vas bien travailler. Mais elle l'a même dit à une greffière dans les Hauts-de-Seine, qui lui a dit, mais madame, si votre fille reste au chômage, vous pouvez pas lui parler comme ça. Et donc, il semble y avoir aucune solution, parce que et là, elle m'a mis donc j'habite dans 8 mètres carrés, et encore, je remercie le ciel. Et je précise quand même que mes parents, mon père était millionnaire, je veux dire, et ça, je comprends pas trop, parce que, moi, je vis dans 8 mètres carrés, je peux pas me laver, je peux pas j'ai même pas de toilette. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir l'assistante sociale? L'assistante sociale, elle me répond que je relève pas des services sociaux, parce que vu les moyens de mes parents, normalement, je devrais être hébergée. Oui, mais enfin, en l'occurrence, vu aussi l'état de vos liens familiaux, vous avez 47 ans, vous n'êtes pas censé dépendre de vos parents. C'est-à-dire qu'en cas d'accident de vie, l'article 210 du Code civil est très clair.
Il y a une solidarité ascendant-descendant. Hein. Moi, si vous voulez, j'ai nulle part où aller. Entre le famille social et l'appartement de ma mère, non, je vais pas rester chez ma mère parce que j'ai d'autres. Il y a des gens. J'ai remarqué qu'en province, c'était plus facile de trouver un logement, mais quand même, je suis obligée de quitter Paris parce que la situation du logement est difficile. Parce que j'ai habité quand même 20 ans Paris. Hein. Je payais 1 100 € pour 26 mètres carrés quand même, donc je suis capable de gagner ma vie et de payer, mais bon, quand vous avez un licenciement, après, les conséquences, si vous n'êtes pas du tout aidé à Paris et que personne vous tend la main... Non, mais est-ce que vous avez essayé de voir au moins une assistante sociale? Parce que je suis désolée... Mais elle m'a dit, ça relève pas, vous relevez pas d'un foyer, parce qu'on va pas changer de vous vie, seriez mieux, à la limite, dans un foyer, hein, que dans vos 8 mètres carrés où il n'y a pas de toilette et où vous pouvez pas vous laver. Je sais pas, non, moi, si vous voulez, la province, apparemment, en province, on m'a proposé toujours un logement en province. Donc là, j'ai a priori quelqu'un qui m'a proposé un logement. Bon, je vais essayer d'y aller, mais bon, il y a aucune solution. Non, mon avocate me dit que la solution, c'est la justice, parce qu'une mère peut pas laisser sa fille dans le dénuement. À un moment donné, j'ai quand même en fin de droit à 390 €. Ma mère, elle paye. Alors, votre avocate, justement, fait quoi par rapport à ça? Mon avocate, là, j'avais trouvé un contrat. Quand je gagne ma vie, c'est vrai que moi, c'est paradoxal, je gagne 2500 € par mois. 2500 € Quand je gagne ma vie, oui, mais quand vous faites de l'intérim... Non, mais quand vous faites de l'intérim ou un CDD à Paris, il n'y a pas de logement possible. J'ai tout essayé, j'ai pas de garantie. Et la dame, chez Olga Spizer, enfin c'est une association, on a été, voilà, il n'y a rien à faire. C'est pour ça, moi j'ai appelé pour avoir... Non, mais vous pouvez trouver aussi 2500 € par mois, vous pouvez trouver un peu la périphérie de Paris, un logement. Non, les gens ne vous logent pas. S'il n'y a pas de garantie aujourd'hui à Paris, pour 8 mètres carrés, on vous demande des garanties bancaires. Ah oui, en étant effectivement en intérim, oui, c'est compliqué. Mais voilà, oui. Donc, mais votre avocate, à ce moment-là, a elle de défendre vos intérêts si votre mère vous laisse dans un tel dénuement. Non, mais elle peut le faire, mais bon, si vous voulez, c'est vrai qu'elle me dit avec 2400 €, on peut pas. Mais là, vous voyez, je viens de perdre mon travail, là, je suis dans la rue encore à Odéon, je viens de perdre mon boulot. Mais c'est vrai que j'arrive pas à comprendre pourquoi ma mère me déteste. Je sais pas ce que j'ai fait. Parce qu'elle mais en plus, vous êtes... moi, j'ai du mal à comprendre quand même que vu l'état de souffrance aussi, au-delà de... on sent, bon, évidemment, ça vous plonge dans un état de désarroi, de dénuement en plus. Vous vous sentez complètement triste. Plus, évidemment, votre mère, vous ne comprenez pas pourquoi il y a un tel... voilà, vous ne comprenez pas pourquoi il y a un tel rejet. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi, au fond, vous dites bon, ce médecin généraliste vous a bien soigné, mais voyant par moments cette telle tristesse, à un moment, il vous dirige pas aussi vers quelqu'un où vous pourriez un peu parler tout ça, être réellement suivi, parce que vous vous débattez dans des quantités de problèmes à la fois administratifs, sociaux, psychologiques. Oui, mais l'avocate, elle est là, bien sûr, heureusement pour défendre vos intérêts. Votre médecin s'occupe de votre santé, mais effectivement, quand vous me dites, et vous me l'avez répété plusieurs fois, pourquoi votre mère se lie à votre mère qui je peux le comprendre, est une source de douleur extrême. Ça, c'est vrai que ça serait important aussi que vous puissiez en parler. Oui, je veux bien en parler, mais alors... Pour arriver voyez, à comment dire, à un moment, peut-être arriver à vous en détacher. Détacher, ça veut pas dire ne pas faire en sorte que votre avocat s'occupe de ça et que vous ne soyez pas dans un tel dénuement, hein. Oui, mais que que ça ne vous fasse pas souffrir autant. C'est un peu ça la solution, mais j'ai été voir, elle prenait 70 € à l'époque, j'avais pas de travail, mais justement j'allais la rappeler. Mais il y a un autre monsieur qui m'a dit, de toute façon, vous avez tellement tout surmonté seul, que de toute façon, à quoi ça sert que je vous prenne de l'argent. Le problème, c'est que c'est vrai que je surmonte pendant un moment, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi je m'écroule. On ne sait pas pourquoi, si, quand on entend ce que vous dites. Comment ? Quand on entend ce que vous dites, si. C'est-à-dire qu'il y a des magistrats qui ont pris aussi cause pour moi, qui m'ont dit mais pourquoi vous défendez pas vos intérêts, parce que après le juge il décidera. Mais c'est vrai que là, il y a une dame qui m'a proposé un petit logement près de Grasse. Je vais être obligée d'y aller parce que je vois pas comment je peux rester à Paris dans cet état-là. Ça sert à rien, je tourne en rond. Alors je me suis dit que j'allais vous appeler l'autre jour pour vous demander un conseil. Mais vous avez bien compris, c'est vrai que la psychologue paraît quand même, ne serait-ce que pour parler de ce que j'ai besoin de parler. Oui. Parce que j'ai des compétences, j'ai un CV, le logement, je peux le trouver, mais là, je suis tellement découragée. Oui, c'est ça fait trop. Il y a trop de choses. Oui, mais la famille, Caroline, en fait, je vais vous demander, il y a des familles comme ça, parce que moi, il y a des familles comme ça, oui.
Oui, c'est ce que vous disiez l'autre jour. J'ai l'impression que tout le monde... Ou c'est de la jalousie, parce que je m'en suis toujours sortie. C'est plus que ça. On est plus... quoi, c'est de la haine, quoi. Enfin, mon père, enfin, en 2 mots, pour en conclure un peu là-dessus, mes parents s'entendaient pas et la famille de ma mère... Enfin, la famille déteste le caractère de mon père. Donc moi, j'ai le caractère de mon père et je me dis, ma mère veut me tuer carrément, moralement. Mais elle y est presque arrivée. Là, je suis dans la rue, je peux plus bouger et c'est terrible, quoi. Mais c'est vrai que vous avez raison, hein, je vais aller voir quelqu'un. Vous vous débattez bien, hein, pour quelqu'un qui peut plus bouger. Enfin, je veux dire, avec tous les problèmes que vous accumulez, hein, elle ne parvient pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est la limite. Oui, à travers vous, il y a quelque chose d'elle aussi, de son histoire certainement, qu'elle n'arrive pas à accepter de la femme de. Je sais pas, il y a quelque chose que vous découvrirez certainement, hein, en parlant aussi de vous. Il y a sur un homme un peu violent, mais bon, lui, je peux m'en débarrasser. Il y a une telle violence dans ce que vous décrivez. On est dans la violence. Bah oui, c'est ça. Donc finalement, on mettre un juge entre nous parce qu'au moins ça réglerait. Mais c'est ça, il faut mettre des tiers entre vous. Donc comme vous mettez une avocate, un juge entre vous pour tout ce qui est contentieux matériel, et comme mettre effectivement un thérapeute finalement pour parler et pour finalement que ça vous permette de mettre un peu de distance émotionnelle. Du côté du droit et du côté de le psychologique, quoi. C'est les deux aspects. Il n'y en a pas qu'un. D'accord. Prendre soin de vous. Voilà, ce que je voulais en gros pour dire, c'est que comme j'ai mon affaire des prud'hommes, ça fait 3 ans que j'y suis, je voulais pas mélanger les procédures. Mais là, je me dis, tes prud'hommes, t'en as plus rien à foutre, parce que c'est quand même le problème familial qui est plus important. Parce que là, les prud'hommes, c'est accessoire, hein. Moi, j'ai été virée, maintenant je suis défendue, mais moi, le problème familial, là, il est quand même... Là, moi, je sais pas, moi, j'ai envie d'aller dans ce village où on me propose un toit, quitte à errer dans les rues là-bas, ou à chercher un emploi là-bas, parce que là-bas, au moins, je crois que j'aurai un logement, parce que là, ici, je sais même pas ce que je vais faire. Je peux pas continuer à aller dans un 6 mètres carrés à ma mère, où personne veut de moi. Enfin, ça devient hallucinant, quoi. Et alors, je vais voir avec mon avocate demain si... voilà, quoi. Mais vous pensez, vous, qu'à 47 ans, on peut pas... Quand on est comme ça, il faut faire quelque chose, quoi. Oui. C'est très difficile, c'est très douloureux, une relation à la mère telle que la vôtre. Ouais, ça arrive ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, les thérapeutes reçoivent et c'est des relations de ce type, bien sûr. Mais ça peut être mortel, je dirais, non? Parce que moi j'ai peur de mourir, en gros, carrément. Non. Enfin, ça peut être. On peut. Ça peut rendre. Il y a des personnes qui peuvent. Ça peut rendre fou. Je vais simplifier. Ouais, voilà, alors il y a des personnes qui développent des pathologies psychiques. Bon, vous l'avez pas fait jusque là, donc. Mais ça peut qui développe des maladies physiques qui peuvent somatiser de façon extrêmement grave. Oui, ça peut avoir des répercussions, et puis d'autres, qui arrivent à s'en sortir. Mais c'est la relation à la mère et laisse des traces quand elle est aussi violente, quand elle n'est pas élaborée. Elle est violente, ça a été dit par des magistrats même qui ont été là témoins. Et là, elle a dit à la dame, votre fille ne peut faire qu'une procédure contre vous, madame. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Il y a quelqu'un qui dit les services LOCAPAS peuvent servir de garant et faire l'avance de caution sans condition, mais il faut quand même que l'agence accepte. Non, parce que j'ai un problème, un tout petit problème bancaire. J'ai pas une grosse dette, mais je dois de l'argent à une banque, donc je peux pas. Ouais. Il y a la GRL pour moi, mais au moment où j'avais la GRL, personne, j'étais trop crevée. Quand je travaille, je peux pas aller chercher de logement. Quand j'ai un logement, j'ai pas de boulot. Enfin, c'est toujours comme ça. Oui. Donc effectivement, vous débattez beaucoup, mais là je crois que vous avez tapé à beaucoup de portes. Essayez de voir, sur le plan, voyez avec votre avocate ce qu'elle peut faire pour faire avancer au plus vite. Et puis avec votre médecin, peut-être qu'il vous donne les coordonnées d'un bon thérapeute. Vous me disiez tout à l'heure le juge, parce que vous pensez que quand on est majeur, on peut pas faire appel à un juge. Pourtant, c'est un article du code. Ah non, ça je ne vous ai rien dit sur ce plan-là, parce que moi je ne suis pas juriste, donc là je ne me suis pas du tout prononcée sur ce plan-là. Il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Oui, je peux pas rester comme pas n'importe quoi, mais que vous demandiez à votre médecin généraliste les coordonnées d'un bon thérapeute. Hein. D'accord, ok. Merci Caroline en tous les cas. Bon courage, et puis essayez peut-être elle a raccroché. Allez, on va enchaîner avec Siegfried. Bonsoir Siegfried. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Caroline. Bonsoir. D'abord, je tenais à vous remercier pour la qualité de votre émission. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Bon, c'est jamais scabreux. Vraiment, c'est bien sur tous les plans. Voilà. Merci beaucoup. Bon, et je voulais rebondir par rapport à un entretien où je vous avais vu lors d'une vidéo. Ça se passait dans un café. Et vous parliez de ces hommes qui étaient seuls et qui allaient chercher des femmes à l'étranger. Et vous aviez ensuite enchaîné sur les sites de rencontres. Ah, c'était dans l'émission Complément d'enquête de Benoît Duquesne. Oui. C'est ça. Et moi, par rapport au site de rencontres, je souhaitais rebondir parce que il y a 6 mois de ça, j'ai connu plusieurs personnes qui ont beaucoup insisté pour que je m'inscrive sur un ou plusieurs sites de rencontres. Ce que j'ai fait, et là je voulais dresser le bilan un petit peu de ce que j'avais pu vivre sur ces sites de rencontres. Alors, j'ai envie de dire déjà, il y a une excellente chose, c'est que ça redonne sa parole à l'écrit. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus... on est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus stabilisant d'aligner une phrase que dans une atmosphère surchauffée et d'essayer d'aller parler avec quelqu'un. Ça, c'est un point extrêmement positif. Ensuite, effectivement, on se sent à l'intérieur d'une très très vaste agora où visiblement les gens viennent dialoguer, des gens qui sont souvent d'abord d'une très grande correction. Enfin, moi, toutes les personnes avec lesquelles j'ai été en contact ont fait preuve d'une très très grande correction, des gens très bien élevés, souvent extrêmement intelligents. Enfin, je parle de femmes, donc, en ce qui me concerne, puisque bon, c'est vers elles que je me dirige. Mais j'avais envie de mettre en garde les personnes qui, comme moi, ont une sensibilité un peu vive, un peu exacerbée, et qui, cherchant réellement une relation stable, vont obtenir un premier rendez-vous. Il faut bien savoir qu'un premier rendez-vous, quoi que dise la dame pendant la soirée, elle est en situation de raconter ce qu'elle veut et puis de vous congédier le lendemain parce que ce que vous avez été, ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit ne correspondait pas véritablement à votre profil. Vous laissez espérer une suite qui, pour la même raison, n'aura pas lieu, donc est susceptible de vous de vous répudier, j'ai presque envie de dire. Bon, et dans ce cas-là, naturellement, c'est comme un choc ou une chute. C'est-à-dire qu'avec l'appui d'un très bon psychothérapeute, on peut nettoyer la plaie très vite, on peut repartir, mais il faut savoir que ça fait mal quand même à chaque fois, et que au vu de la quantité de l'offre, si je puis dire, les personnes qui ont une éthique, qui ont une manière de se comporter parce qu'elles jugent que tout écart à leur éthique ou à leur manière de se comporter les décrédibilisent immédiatement vis-à-vis de l'ensemble. Je parle sans trop de modestie de moi, en l'occurrence. Bon, font attention, mais il faut savoir que malheureusement, il n'y a pas que ça. Et que... Mais vous voulez dire que vous allez... c'est au-delà de la rencontre ou c'est... C'est-à-dire qu'il y a rencontre amoureuse, c'est-à-dire que ça peut aller plus loin qu'un simple échange dans un café. C'est-à-dire il peut y avoir un premier contact intime, un premier échange et puis la personne vous dit j'ai pas envie d'aller plus loin. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, moi, personnellement, chaque fois que je me suis positionné en disant que je cherchais à construire une histoire et qu'il ne s'agissait pas d'une simple passade d'une soirée, que ça m'intéressait pas. Bon, et les personnes se sont montrées favorables à cette logique-là. Bon, lorsqu'il n'y a pas eu de suite, d'ailleurs, elles ont manifesté un malaise par rapport au fait qu'il n'y ait pas de suite. Alors, bon, je dis encore une fois, avec un très bon psychothérapeute,
la plaie peut être nettoyée, désinfectée rapidement. Mais ça a été une vraie blessure pour vous. Mais ça constitue chaque fois une blessure. Moi, je considère mon corps comme j'ai beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui que les personnes puissent donner leur corps comme ça. Ça va peut-être faire sourire certaines auditrices. D'une part, je tiens quand même à préciser que je n'ai mais vraiment absolument aucun ressentiment vis-à-vis des personnes que j'ai rencontrées sur ces sites de rencontres. J'éprouve même une profonde gratitude. Je dis il y a juste un petit pincement en me disant j'aurais voulu que ça aille plus loin. Bon, mais pendant la soirée, pendant la durée de l'étreinte, je suis persuadé que ces personnes-là ont été sincères et à ce titre, je les en remercie. Et je continue à maintenir plus que jamais que, comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Ça, j'en suis absolument certain. C'est l'horizon indépassable, on fera pas mieux. Mais si on vient un petit peu d'un temps où le XIIe siècle, où on courtisait beaucoup, et où finalement son corps, c'était ce qu'on donnait en dernier, en se disant qu'après tout, lorsqu'on donnait son corps, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, et quelque part, on était transformé. Il y avait eu une espèce de catharsis parce qu'on avait courtisé, parce qu'on avait traversé des épreuves, parce qu'on avait été courageux, parce qu'on avait véritablement mérité cette étreinte charnelle. J'ai envie de dire aux personnes qui fonctionnent comme moi, et je suis persuadé qu'il y en a davantage qu'on ne veut l'avouer, je dis faites attention. Vous risquez de vous faire un petit peu mal à l'atterrissage, parce que quelle que soit la densité, la chaleur, la générosité des personnes avec lesquelles vous passerez cette nuit, parce qu'il y a une offre énorme et parce qu'elles peuvent penser qu'elles peuvent trouver mieux, ou simplement parce que sur votre profil vous aviez mis que vous étiez, et puis qu'au final ça apparaît moins, vous pouvez être répudié. Voilà, je tiens simplement à dire... Oui, vous le vivez, le terme est fort, comme une répudiation. C'est vraiment pas n'importe quel terme. D'ailleurs, tous vos termes sont très choisis, sont très joliment choisis. Donc, fais très attention, parce que je me souviens que je vous ai entendu une fois en disant que vous tombiez sur des gens qui s'amusaient à venir à l'antenne. Ça arrive, c'est inévitable dans ce type d'émission. Finalement, proportionnellement au nombre de témoignages. Oui, mais vis-à-vis de vous, d'abord, en tant que responsable de cette émission, je tiens à être extrêmement correct et digne par rapport aux propos que j'utilise. Donc c'est la raison pour laquelle je choisis les termes. Mais je ne renie pas ces termes. Je dis simplement que les personnes qui ne souhaitent pas... Parce que dans ces moments-là, il y a asymétrie d'information. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui arrive finalement pour quelque chose, il y en a une autre qui vient pour autre chose. Je veux dire, et c'est vrai que la tentation de consommer d'une des personnes peut effectivement être forte au point de promettre n'importe quoi. Donc... Enfin, pas n'importe quoi, mais enfin de promettre plus qu'elle. Oui, mais je me disais que peut-être votre niveau d'exigence pouvait aussi effrayer. Oui, tout à fait. Vous ne pensez pas que parfois, je reçois un message d'ailleurs du Subversif à ce sujet qui dit que ça pouvait se retourner contre vous? Oui, mais bien même sûr. Si, parce que c'est vrai que même dans les termes, c'est-à-dire, je comprends ce que vous dites, le fait que c'est pas anodin une étreinte. Je reprends votre expression qui est jolie d'ailleurs, une étreinte comme ça, le mot étreinte. Qu'on a tendance à la banaliser de nos jours, mais que au fond, on en garde quelque chose, même une étreinte furtive parfois. Bon, on peut emporter quelque chose de l'autre, mais parfois un enfant d'ailleurs, donc c'est tout sauf anodin. Mais pour autant, quand on a un tel absolu, une telle soif d'absolu, on peut être amené, je comprends, à souffrir beaucoup.
Et peut-être, il y a aussi quelque chose à revoir. Et du coup, je comprends mieux que vous n'en vouliez pas tant aux femmes que vous avez rencontrées, mais que ça vous amène aussi. Alors, vous amenez à reconsidérer ces fameux sites de rencontres, mais aussi en allant voir des gens, des psys qui ont parlé, vous-même, au fond. Oui, mais ça, tout à fait. Mais si vous voulez, je l'ai fait. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, chaque cas de figure, enfin, excusez-moi, le terme est pas oui, très oui, valorisant. si, mais bon. Je l'ai analysé en psychothérapie, en disant, voilà ce qui s'est passé, oui. voilà, bon. Mais, encore une fois, alors, vous allez dire que les personnes qui vont être à l'antenne vont peut-être être choquées par la référence que je vais utiliser. Je vais même pas dire qui a dit ça. Hein. Je vais dire, il y a quelqu'un qui a dit, je dis pas la phrase exprès, faites en sorte que je me soucie plus d'aimer que d'être aimé, de comprendre que d'être compris. Ça veut dire que vous êtes dans le don, en principe. Et moi, vis-à-vis des femmes, c'est comme ça que j'essaye de me positionner. C'est-à-dire d'être dans le don. Je dis, bon, à travers elle, c'est quelque part... une figure du féminin, bon bah ce sont des manifestations du féminin, bon j'honore ce féminin, voilà. Je descends de cheval, je mets je suis prêt à offrir mon âme, à accorder, à déposer votre armure à ses pieds. Voilà, tout à fait, et mais c'est ça, je veux dire, je suis persuadé que l'idéal, c'est vraiment de pouvoir donner sans souffrir et de pouvoir donner même à des personnes qui sont très demandeuses et même pas forcément toujours très structurées, c'est de pouvoir leur donner vraiment leur donner de la joie. Je dis pas du plaisir. Mais la joie est un joli terme. Oui, leur donner de la joie, mais une joie qui ne soit pas simplement intellectuelle et qui ne soit pas simplement peut-être spirituelle. Je crois que c'était Casanova qui disait, ou Ninon de l'Enclos qui disait, mais c'est au pied du lit qu'une femme met un homme au pied du mur. Bon, et donc pour moi l'étreinte charnelle, elle est, je veux dire, il faut y aller. Hein, ben oui, il faut y aller. Il faut y aller, ben oui. Il faut y aller parce que, je veux dire, en se réfugiant derrière un discours structuré, en se réfugiant derrière le mental... Oui, mais c'est intéressant. Oui. En se réfugiant derrière le mental, eh bien, on n'est pas... on n'est pas un homme. Ah ah. Et donc, je veux dire, bon, et c'était encore, je sais plus, quelqu'un... oui. Vous allez dire que je multiplie la référence. Quelqu'un disait, il n'y a que deux situations dans lesquelles un homme sait qu'il est un homme, c'est dans le lit d'une femme et sur l'échafaud. Le reste, c'est du baratin. Quelle image. Oui, c'est une image, mais... Des femmes aussi sont mortes sur l'échafaud. Comment ? Des femmes aussi sont mortes sur l'échafaud. Oui, tout à fait, mais j'entends, je veux dire que c'est le lit d'une femme. Le lit d'une femme, c'est un moment de vérité. Mais c'est intéressant parce que vous dites en se réfugiant derrière le mental, finalement on n'est pas un homme. Alors c'est intéressant parce que l'homme, ça renvoie à l'homme, la brute épaisse qui pense pas. Hein, ou heureusement que l'homme peut aussi agir et heureusement être dans une sexualité avec son mental aussi. Ce qui peut donner lieu à des scénarios assez imaginatifs et délicieux, et parfois plus sommaires et tout aussi délicieux. Ça, c'est selon les goûts. Mais vous en l'occurrence, vous êtes beaucoup dans l'intellectualisation, ce qui est une façon, ce qui est une protection au fond. Mais j'y vais, et c'est justement parce que je vais au contact charnel, je crois pouvoir dire que je ne me... Allez, on va accueillir des réactions, parce que sinon il y a Georges. Alors Georges et Sergio,
Ça doit être des vrais hommes, ils nous taquinent, ils disent. Bon, ils disent, allez, Sergio et moi, on va aller se coucher, Caroline, parce que nous, on n'y comprend rien. Bon. Alors, dans les lits des femmes, ils doivent être des vrais hommes. Non, je veux simplement... Alors, il y a le subversif qui dit, Messire, courtois ou charnel, l'amour va vers l'autre, avec un majuscule. Mais il a tout à fait raison. Pas vers une conception étroite et figée. Dans laquelle vous avez, semble-t-il, du mal vous-même à vous inscrire. Allez, on va accueillir Jacques. C'est le but un peu de cette émission. Vous suscitez un débat intéressant, Siegfried. Donc, il va y avoir des réactions. Jacques est avec nous au 39-21. Bonsoir, Jacques. De ma part, il n'y a vraiment aucun propos négatif ni haineux. Mais pas du tout. Pourquoi haineux à l'endroit de qui que ce soit. Mais il n'y a pas de propos haineux du tout. C'est pas dans ce sens-là. Oui. Un tel propos sur l'amour, sur la conception, sur les sites de rencontres, vous imaginez bien que tout le monde se sent concerné. Donc ça, forcément, ça suscite des réactions, mais pas à votre encontre. Bonsoir, Jacques. Oui, bonsoir. Je n'ai pas saisi le prénom de la personne qui est avec vous. Siegfried. Oui. Siegfried, bonsoir. Patrick. Oui, bonsoir, Jacques. Donc, j'adore, j'aime bien vos rapports au XIIe siècle. Le Moyen-Âge, évidemment, c'est mon truc. Moi, quand je visite un château, je m'y sens. C'est vrai qu'à l'époque, on donnait son corps en dernier. Aujourd'hui, sur les sites de rencontres, je pense que vous êtes quelqu'un de très pur au niveau de ce que vous recherchez. Je suis un petit peu pareil. J'ai rencontré beaucoup de personnes grâce au site de rencontres, car quand même, il y a l'écriture d'abord, ensuite il y a le contact téléphonique, la voix, et puis il y a la rencontre. En général, il y a même l'image, puisqu'il y a la webcam entre-temps. Au moment de la rencontre, l'homme ou la femme, enfin, en ce qui vous concerne, c'est plutôt la femme qui peut avoir un flash et qui, à la limite, passe une super soirée avec vous, et qui, le lendemain, vous répudie, avez-vous employé comme terme, si je me trompe pas. Tout à fait. Faut pas se tromper. Une femme qui couche le premier soir, alors que par écrit, par téléphone, elle cherche à bâtir une histoire, je pense que quelque part, si elle couche le premier soir, il faut pas s'étonner que le lendemain, ce soit elle qui dise, non. En fait, c'est parce qu'elle a triché avant. Quand on va sur un site de rencontre, je pense que vous êtes loin d'être quelqu'un de pudique, à l'intérieur de tout ce que vous avez pu dire. Et vraiment, j'ai trouvé ça super, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir. Faut pas non plus être naïf. Oui, écoutez, j'ai été très naïf, voilà. Et je le suis encore. Écoutez, c'est ce que je ressens. Par contre, ce que je voulais vous demander, c'est votre âge, puisque... J'ai 45 ans, moi. Pardon ? J'ai 45 ans. 45 ans, oui, j'en ai 57, donc un peu plus âgé, mais... Oui, mais enfin, bon, on est dans la même... ce que je voulais dire, quand même également... Mais vous savez, alors... Oh là là, on va dire que j'intellectualise encore. Mais non, mais pas du tout, au contraire, Tant pis, je vais vous raconter. Non, mais c'est pas... C'est-à-dire que vous utilisez beaucoup votre mental. Bon, et voilà. Alors, je vais simplement vous raconter... oui, mais quand il utilise autre chose, ça pose un problème si c'est le premier. Jacques, vous n'en savez rien. Très bas, je reconnais. Non. Mauvaise langue. Je suis une mauvaise langue, oui. Non, je vais vous dire simplement... vous savez, l'écrivain Eugène Sue a commencé en menant d'abord une vie un peu dissipée, de dandy, et puis peu à peu, au contact de la misère c'est là qu'il a commencé à écrire La Mystère de Paris, il s'est aperçu qu'il y avait une souffrance inouïe dans la capitale, et là il est devenu beaucoup plus humain. Et moi je me souviens d'une série télévisée qu'il représentait. Un soir, il voit près d'un bail de barrière, il voit une jeune femme qui lui dit « Monsieur Sue », et lui il dit alors ma jolie, tu n'es pas au bal? Et elle lui dit mais je suis trop laide. Bon, et cette fille elle est pas jolie, elle lui plaît pas, mais il décide de passer avec elle, de passer la nuit avec elle, parce qu'il a envie de la rendre heureuse, parce qu'il a envie de la rendre joyeuse, et parce qu'il a envie, et puis parce que certainement il a aussi un peu envie d'elle quelque part, et il est dans le don total à ce moment-là. Eh bien moi, j'ai envie d'être dans le don total vis-à-vis des personnes oui, mais je pense que l'existence est quand même très courte, même si nos espérances de vie se rallongent.
Mais je veux dire, à la limite, si vous faites plaisir, mais c'est bien, c'est super, c'est très noble. Ça rejoint un peu le Moyen-Âge, la chevalerie, etc. N'empêche que si le lendemain vous êtes répudié, il faut pas être déçu. Bah non, normalement, je veux dire, si effectivement on était, si j'étais complètement stable, eh ben je dirais, mais je dis néanmoins quand même, et c'était en ça un peu que j'avais envie de dire beaucoup de choses positives vis-à-vis des personnes qui nous écoutent. Dire même si vous êtes j'ai failli utiliser même un terme pas bien. Je veux dire, même si vous êtes quelqu'un de très délicat, de fondamentalement joyeux même, parce que ça va avec la joie, ça va avec la liesse. Sachez quand même que oui, enfin, il y a quand même une petite blessure qui reste. Oui, enfin, l'idéalisation et l'idée de pureté absolue et ça peut devenir un peu tyrannique. Et puis l'idée de don total est aussi un peu tyrannique. Et puis, ça veut dire aussi savoir mettre un peu de côté son narcissisme, parfois. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je lis là, il y a un message qui dit, par exemple, puisque vous faites beaucoup de références à des auteurs, qui dit dans les nourritures terrestres, Gide, par exemple, nous invite à laisser les mots des autres pour devenir nous-mêmes. Vous voyez, c'est donc tout à fait, à un moment, mais je crois que c'est-à-dire qu'à un moment, être dans la relation, vraiment, véritablement dans la relation, c'est-à-dire moins utiliser son mental. Et être aussi un peu à l'écoute de son ressenti et de ses émotions, c'est-à-dire être moins sur la défensive. Et on vous sent... Moi, où je voulais intervenir, Caroline et Siegfried, c'était surtout par rapport au site de rencontre que quelque part, Siegfried, c'est pas qu'il critique, mais il se réfère à ça. Moi, je pense, où on veut intellectualiser son bonheur, et à ce moment-là, c'est pas les sites de rencontre qu'on fait. On va à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation Mag, vous voyez, plus que les sites de rencontre, c'est évident qu'il y a 50%, c'est que ce soit chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs, parce que souvent les femmes disent oui, les hommes ne cherchent que, etc. Mais il n'y a pas que les hommes. La preuve, Siegfried, d'après ce qu'il nous dit, a vécu des expériences qui font que le premier soir, truc, machin, donc voilà, moi je pense que le site de rencontre, je veux pas qu'on le démolisse parce que il y a d'abord une relation écrite, et ensuite très valable, quand même le téléphone. On rencontre pas comme ça au bout de 2 jours. Donc d'abord on écrit, suivant la culture qu'on a et celle qu'on recherche, puisque on voit bien s'il y a plein de fautes, voilà. Après il y a quand même la voix, la façon de s'exprimer, et enfin il y a la rencontre. Alors la rencontre, et c'est vrai que moi j'en ai fait beaucoup, et j'ai eu certains bonheurs d'ailleurs avec ces rencontres. La rencontre, elle peut être très fade. C'est fade. C'est fade. Donc le lendemain, soit l'homme ou la femme d'ailleurs, disent merci, mais voilà. Après, ça peut être passionnel parce que faut quand même pas se leurrer. Si nous en arrivons, donc je me mets bien dans le lot, arriver sur des sites de rencontres, c'est qu'on cherche à rencontrer. C'est donc que quelque part il y a une certaine solitude ou un certain manque. Oui, puis après tout, comme dit Violaine, donc voilà, ça peut ce soir-là exploser parce que voilà. S'il y a du désir, pourquoi une femme n'aurait pas une relation sexuelle le premier soir? Oui, tout à fait. Mais moi, je veux dire, je n'éprouve aucun. Je n'éprouve que du respect. C'est souvent les hommes qui recherchent plutôt ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr que si on est sérieux et qu'on fait une recherche sérieuse, c'est un peu dépitant. Oui, on prend le temps un petit peu de se connaître. Le lendemain en soi, et j'ai adoré le terme répudié parce que on est passé dans la couche. Siegfried, quand il rentre dans un château du Moyen-Âge, je pense qu'il baisse son teston. Il sait ce que ça veut dire le teston, je présume. Quoi? Quand vous rentrez dans le château du Moyen-Âge, vous l'apprendre. On vous dit, le guide, la première chose qu'il vous dit, baissez vos testons. Alors bien sûr, la première fois, ça surprend, voilà. Et en fait, le teston, c'est la tête. Ah oui, d'accord. Ils n'étaient pas grands à l'époque. Oui, et puis il y a quand même une chose, Jacques, à laquelle... Évidemment, on était à 2. Non, je me disais que ça devenait très, très grivois. Donc on voit la couche, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi. Moi, je suis une vieille âme, c'est-à-dire que quand je rentre dans un château du Moyen-Âge, et si je m'en fais dans l'année, je me sens revivre. Mais moi aussi, c'est pareil. Et je pense que Siegfried, quelque part, en intellectualisant un petit peu plus,
est un peu comme ça, mais c'est tout. Cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, c'est plus la famille qui présente comme c'était au Moyen Âge. C'est Internet, c'est machin, c'est truc, les gens divorcent. Voilà, à l'époque, ça n'existait pas. Je voulais ajouter simplement deux éléments. Allez, une petite chose pour conclure, pas deux. On a. Là, il faut qu'on conclue parce que. Je disais simplement, les sites de rencontre, les personnes, si vous voulez, qui mettent ce qu'elles recherchent. Quand même, ce qu'elles attendent, ont tendance aussi quand même parfois à oublier en disant qu'elles aiment voyager, qu'elles aiment des choses chatoyantes, ce qu'elles veulent faire ensemble, sortir et bavarder, ont un peu tendance quand même à oublier que nous sommes aussi soumis à la pression de la rentabilité de la société et qu'en même temps nous sommes des citoyens et des éco-citoyens et que toute notre énergie ne peut pas être consacrée à les distraire également, voilà, parce que nous avons des devoirs en tant qu'hommes et en tant que citoyens. Oui, là on s'éloigne un peu. Merci beaucoup en tout cas, Jacques, de votre réaction. Merci à vous, Siegfried. Là j'ai une citation. Merci à j'ai eu un message de Nico de Deauville qui me fait une citation à la Franck Ribéry sur le sexe comme le foot, mais non, il est pas encore minuit et non, je peux vraiment pas la donner parce que non, là je peux vraiment pas. Puis après ce qu'on vient entendre, Gensul et non, je peux vraiment pas la faire. Caroline, ça ne va pas être possible. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et votre émission est super et je vous souhaite à tous le meilleur de c'est très gentil. Donc on ne va pas citer la citation de Nico de Deauville hein, parce que elle m'a pourtant beaucoup fait rire, mais bon, c'est vraiment du niveau du sieur ci-dessus nommé, mais je n'en dirai pas plus parce qu'il peut y avoir de chastes oreilles qui écoutent Europe. Allez, je vous embrasse tous les deux. Bonne soirée à vous, madame. Au revoir. Angus et Julia Stone, Big Jet Plane. On va accueillir tout de suite Marguerite. Bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Caroline. Merci pour votre émission. Donc voilà, moi j'ai un problème de conscience. En fait, mon beau-frère a été condamné pour attouchement sur mineur par personne ayant autorité. Et ce week-end, mon frère qui a 47 ans, m'a avoué que lui-même avait été touché par mon beau-frère. Et il m'a cité le nom d'autres camarades qui avaient été aussi touchés. Mon neveu, lui, m'a avoué qu'il avait un très gros secret dont il ne pourrait jamais parler à personne. Alors je me pose la question, est-ce que mes deux neveux garçons ont été eux aussi touchés dans leur enfance? Ils avaient à peu près 3 et 5 ans, je crois, que lorsque l'emprisonnement a eu lieu. Et j'ai peur que dans le cadre du transgénérationnel, ce problème se reproduise, que mes neveux ne reproduisent ces actes. Et donc je ne sais pas si je dois leur avouer ou pas. Alors attendez, parce que votre beau-frère, donc c'est le mari de ma sœur. Le mari de votre sœur, hein. Donc lui a été condamné. Oui, 1 an de prison. Il est ressorti. Oui. Donc c'est lui qui a abusé de. Vous me dites, vous avez un de vos neveux qui avait un grand secret, c'est-à-dire que lui a été abusé. Il m'a pas dit. C'est son fils. Oui, c'est ça. Donc son fils a été abusé par. Mais c'est pour ça ils ont porté plainte. Pas les enfants, parce qu'en fait il était enseignant. J'ai du mal un peu à suivre. Oui, pardon, qui a été abusé. Qui m'explique mal. Non, c'est-à-dire que oui, il faut que je fasse un peu le schéma là dans la famille. Oui. Alors je commence peut-être pas par où il faut. Mon beau-frère était enseignant. Et en fait, ce sont des parents d'élèves qui ont porté plainte. D'accord, oui, c'est ça. Et la porte a porté uniquement par rapport à sa profession. D'accord, dans la famille, non. Non, rien. D'accord, bon, oui, ça explique un peu. D'accord, dans la famille, il y a un secret total. Oui, je pensais qu'il y en avait quelqu'un, d'accord. Donc, ce sont les parents des enfants. Oui. D'accord. Donc, son fils a quel âge? Il a 21, 22 ans et il se marie cet été. C'est pour ça que j'ai peur. Mais lui s'est confié à vous? Alors, il m'a fait lire une partie de son journal intime. Un jour où il était à un moment où il était déprimé. Bon, il n'y avait rien qu'il était mal, qu'il avait des doutes, etc., comme un adolescent. Mais il m'a dit, en plus, il y a un grand secret, mais celui-là, je ne pourrai jamais en parler à personne.
Et j'ai pas osé insister quand il m'a dit ça. Bon, on va continuer d'en parler parce que c'est important tout ce qui se joue dans ces histoires de secrets de famille. Hein. Restez en ligne, surtout, Marguerite, ne raccrochez pas. Et on va se retrouver dans une petite dizaine de minutes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cela fait déjà maintenant 1 heure que nous sommes ensemble. Et oui, comme le dit Axel qui a envoyé un petit courriel, elle dit c'est vrai que ces changements d'horaire sont un peu déroutants, mais au moins c'était une bonne surprise quand j'ai mis la radio de vous entendre plus tôt ce soir. Merci Axel. Mais oui, il n'y avait pas de match ce soir. Il n'y en aura pas demain non plus. Enfin ce soir, hein, puisqu'on est minuit. Donc jeudi. Donc nous nous retrouverons également à 23h jeudi. Voilà, Adrien également content. Johnny Boy a envoyé un petit mot d'encouragement pour cette belle et chaude soirée. Et il me disait tous les auditeurs ne sont pas perdus, j'en suis sûre. Il dit soyez assurés de ma fidèle écoute. Oui, c'était un peu calme évidemment à 23h. Vous étiez surpris de ce changement d'horaire. Orchidée, elle a écouté attentivement Wilfried Siegfried s'exprimer. Elle dit c'était un peu compliqué son témoignage, surprenant même, mais en tout cas agréable. Dommage que cela existe si peu. C'est peut-être le prénom qui suscite de tels élans, dit Orchidée. Axel nous dit comment Jacques peut-il dire qu'une femme qui couche le premier soir ne veut pas de relations sérieuses? Cela ne serait-ce pas un peu des conclusions hâtives? Après tout, hein, comme quoi ça laisse l'été approche, de belles perspectives peut-être d'avenir. Et puis Laure dit pourquoi le don total entre guillemets s'inscrirait-il obligatoirement dans la durée, que Siegfried profite de l'instant présent. C'est très juste, après tout. On peut être très présent, même si c'est au fond peu de temps, mais très concentré à ce qu'on fait, à ce qu'on est dans l'instant. Il y a des minutes qui valent bien il y a des heures qui valent bien de belles années, hein, après tout. Il y a Bonjour Nejout qui envoie un petit SMS au 7 21 21 code nuit qui dit voilà, j'ai raté la première partie de l'émission. Ne soyez pas désolés, hein, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Allez, vous serez à l'heure ce soir, je l'espère. On se retrouvera à 23h également ce soir. Le 39 21 est à votre disposition, bien sûr, jusqu'à 1h, les courriels, dublanche. Je m'en mêle. Dublanche europe1.fr et les SMS 7 21 21 code nuit. Et nous allons retrouver Marguerite. Alors Marguerite, donc vous avez votre beau-frère, hein, c'est-à-dire le mari de votre sœur, qui a été accusé d'attouchement sur mineur, condamné à 1 an de prison. Il était enseignant. Il était enseignant, il a été accusé par des parents d'élèves et ses collègues. Voilà, donc ce sont les parents d'élèves et les collègues qui l'ont accusé. Donc condamné. Il a un grand-fils, hein, voilà, il a un grand-fils qui à l'heure actuelle a 24 ans et un plus jeune qui a 22 ans. D'accord. Donc, le plus jeune se marie, celui de 22 ans, cet été. Voilà. Donc, celui de 22 ans vous a dit qu'il avait un grand secret. Tout à fait. Et qu'il ne pourrait jamais en parler à personne. Et même au moment lorsque l'affaire a éclaté, au moment du procès, au moment
à ce moment-là, dans la famille, ça n'a pas été parlé. Non, les enfants avaient 3 et 5 ans. Donc, bon, alors, il y a je sais que ses frères à mon beau-frère ne savent rien. Et on les a mis dans le secret. Les seules personnes qui connaissaient l'affaire étaient bien sûr les parents de mon beau-frère et mes propres parents, mais qui sont décédés à l'heure actuelle. Et ce qui m'ennuie encore plus, c'est que ce week-end, en discutant avec mon propre frère qui a 47 ans, il me disait qu'il parfois il gardait par amitié des enfants d'amis et qu'il était allé faire changer un enfant par ma sœur. Et moi, je lui ai tout de suite dit, pas par mon beau-frère, parce que la crainte est toujours là. Il me dit mais non, mais de toute manière, tu sais, je m'en méfie aussi parce que je ne l'ai jamais dit à personne, mais il m'a touché et il m'a cité le nom de 2 autres de ses camarades qui ont été touchés aussi. Et je l'apprends maintenant à 63 ans. Mais alors attendez, dans la famille, vous voulez dire que ses propres frères ne sont pas au courant ? Non, on les a pas mis au courant. Mais comment ils ont pu être tenus à l'écart ? Alors, parce que dans la presse, ça a dû quand même un enseignant. Non, parce que avec attouchement sur mineur, c'est pas, il y a aucun nom. En plus, il y en a un. C'est à huis clos. Oui, voilà. Et il y en a un qui travaillait à l'étranger, qui était dans les pays étrangers, et l'autre, oui, non, ça a eu lieu à huis clos, donc non. Ouais. Mais à un moment, quand même, le fait qu'il n'enseigne plus... Ah bah, il a dit qu'il avait une promotion, et puis il est allé travailler dans un service administratif. On l'a mis dans un service administratif. Parce qu'il n'a pas été... Ah, il est dans un service administratif ? Tout à fait. Ses fils ? Qu'est-ce qui a été dit à ses fils ? Ah bah alors là, ma sœur, elle ne veut pas me le dire. Bon, je suis sûre qu'elle ne leur a pas dit la vérité. Elle a pu leur dire qu'il était en déplacement ou ailleurs. Elle me dit, mais tu sais, c'est facile de mentir à des enfants de cet âge-là. Elle m'a pas donné la véritable raison, mais... Ils avaient quel âge au moment où 3 et 5 ans. Au moment où ça s'est passé ? Oui. Au moment où il a été arrêté et emprisonné. Et les enfants en question, dont les parents ont porté plainte ? Eh ben, moi, j'ai pas voulu assister au procès, j'avoue. Non, mais quel âge avait-il à peu près ? Ah bah, il était enseignant en maternelle. Oh là. Enseignant en maternelle. Et là, la personne là qui vous parlait en disant j'ai été touchée, enfin il a touché des enfants, c'était pareil, des enfants petits. Oui, mais en plus, il m'a avoué à moi, quand je le gardais, ma soeur me disait, garde-le, je veux pas qu'il fasse une bêtise, juste avant son arrestation. Et moi, il m'a avoué de certains faits, il me l'a dit franchement. Sur des carrément. petits, comme ça ? Oui, bien sûr. Oui, donc, il est à craindre qu'il ait eu des attouchements sur ses propres enfants. Bah oui, s'il en a eu sur mon frère, s'il en a eu sur des camarades à mon frère, là, oui. Et donc, oui, donc en plus, ce que vous dit votre neveu est quand même problématique. Ben oui, c'est ça. De toute façon, c'est un secret. Ce genre de secret comme ça et a un haut pouvoir toxique. Hein. Ben oui, c'est ça le problème. Alors ma sœur m'a dit, je l'avouerai à mes enfants quand mon mari sera décédé, mais ça sera. Mais non, tard. mais attendez, mais ça n'a pas de sens. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Ouais. Non, puis de toute façon, c'est pas vrai. On sait que finalement, quand il y a un secret, on n'arrive plus à en sortir. Des secrets de famille. On ne peut plus à un moment... Puis de toute façon, quel secret dans la mesure où, au fond, si vos neveux ont été eux-mêmes abusés, ils peuvent être directement victimes et malheureusement, ils se sentent à leur tour pris dans ce secret et malheureusement tenus, obligés de ne pas en parler, pris par une culpabilité terrible, d'autant plus si c'est évidemment l'un des parents qui est l'auteur des abus sexuels. Hein. C'est terrible parce qu'à la fois c'est le parent qu'ils aiment et puis en même temps le parent qui commet ces actes, ou même petit, l'enfant sent qu'il y a quelque chose qui
une atteinte qui est portée à l'intégrité de son corps. Et puis, pendant au moment où, avant le procès, lorsqu'il a été entendu, lorsqu'il y a eu, entre le moment où il a été entendu, entre le dépôt de plainte, au moment où le procès a eu lieu, écoutez, il y avait quand même une atmosphère très particulière. Hein. Bon, alors même s'ils étaient petits, même si, bon, il y a des choses qui transpirent. Un tel secret, de toute façon, c'est secret de famille suinte. D'accord. Forcément. Alors, le risque, si vous voulez, vous avez parlé de transgénérationnel. Oui, c'est ça. Je voudrais pas que. Donc, c'est-à-dire que vous avez un peu, comment dire, étudié la question. J'ai lu des livres. Alors, bon, je sais pas si les livres étaient bons, vrais, pas vrais. Donc, vous avez lu quel livre ? Écoutez, je suis incapable de me souvenir. Hein. Peut-être, on a beaucoup parlé de celui d'Anne Ancelin Berger, Aïe mes aïeux. C'est ça, Aïe mes aïeux. Oui, il est très bien, oui. C'est celui-là. Parce que elle a beaucoup, elle a une analyse clinique déjà importante, une pratique professionnelle quand même aussi très importante, et elle a beaucoup travaillé là-dessus, où elle dit bien nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne des générations, et que aussi curieux que cela puisse paraître, nous avons parfois à payer les dettes du passé, de nos aïeux. Alors, si vous voulez, il y a d'autres auteurs, mais bon, qui en ont parlé avant elle, c'était Karl Abraham et Maria Toro, qui parlaient de crypte, si vous voulez, ce qui veut bien dire son nom, c'est-à-dire que au départ, il y a un secret qu'il faut taire, quelque chose qui est dangereux, on le met dans une crypte. Voilà, la génération cache, surtout ne pas dire. C'est dangereux, on met ça dans une crypte. Puis à la génération suivante, c'est comme un fantôme qui erre. C'est complètement déconnecté de son sens. C'est pas quelque chose qui flotte comme ça, un truc un peu un malaise, quelque chose de diffus, mais qui est plus rattaché à rien. C'est-à-dire déjà, il y a plus bon. Et puis encore à la génération suivante, on peut voir apparaître des symptômes. Et parfois des symptômes assez importants. Enfin, l'analyse le prouve. Enfin, tous ces auteurs l'ont montré en analysant des familles. Alors, il y a des familles illustres. On a parlé de la famille Kennedy. Ils ont mis en avant, mais il y a beaucoup de familles parfaits anonymes où on parle de familles maudites parfois. Ce sont pas du tout des familles maudites. On a repéré qu'il y avait des familles où il y avait eu des secrets de famille qui simplement n'avaient pas été parlés parce qu'on avait peur de la portée du traumatisme. Donc on pensait protéger les descendants, et en fait de les protéger, on les chargeait d'une dette terrible, et souvent, curieusement, et c'est là qu'on voit, à ceux qui nient encore l'existence quand même de l'inconscient, il y a des choses comme ça qui se transmettent dans des symptômes, alors parfois en maladies psychiques, parfois en symptômes physiques, c'est grave, et des choses très lourdes. Donc tous ces secrets, le mieux c'est vraiment d'en parler. D'accord. Pour permettre qu'ils perdent de leur toxicité, qu'ils aient d'y donner un sens. Et d'autant plus quand il s'agit d'abus sexuels, et si vos neveux ont été eux-mêmes abusés. Parce que si vous voulez, quand ça touche, ce sont des garçons déjà. Oui. Ce sont des garçons. Donc, de toute façon, même s'ils n'ont pas été abusés, ce qu'on pourrait souhaiter, espérer pour eux, ça touche à l'image de leur père. Un garçon se construit en référence à l'image quand même de son père, si c'est lui qui l'élève. Donc, c'est très angoissant aussi s'il y a un secret qui touche comme ça son père. Il peut y avoir une angoisse par rapport à cet homme qu'il a élevé, une peur finalement par rapport à
à ce père de se dire, et moi, de quoi est-ce que moi-même j'ai en moi de telles pulsions? Est-ce que je pourrais avoir en moi de telles pulsions sexuelles? Est-ce que vous voyez, donc une peur quand lui-même à son tour, vous me dites qu'il va se marier, s'il a des enfants, lui-même pourrait avoir des peurs qui ça ne veut pas dire du tout que parce que il a été abusé qu'il deviendra à son tour un abuseur. Oui. Mais on voit parfois notamment chez des garçons, chez des jeunes garçons qui ont été abusés, la peur de devenir comme ça. Ils refoulent leur agressivité parce qu'ils ont très peur. Ou chez des petits garçons qui ont été élevés auprès d'un homme violent, qui ont très peur de tout ce qui relève de l'agressivité. Qui répriment complètement parce qu'ils ont peur de leur agressivité, d'être à leur tour des hommes violents. Ah oui. Et puis de toute manière, moi, mon frère m'a bien dit ce week-end, il m'a dit, mais quand il m'a eu à Voussa, il me dit, mais tu sais, je me sens libérée. Mais bien sûr. Lui, il s'est senti vraiment, mais bien il m'a dit, sûr. Tu peux pas savoir comme je me sens libérée. Et oui. Et il me dit, les neveux, là, ils t'en voudront pas, parce que ce que j'avais peur, c'est qu'ils m'en veuillent. Non. Mais il me dit, ils t'en voudront pas, ils vont faire comme moi, ils vont se sentir libérés. Entre nous soit dit, ils sont tous les deux. Il y en a un qui est à l'étranger et l'autre, en se mariant, il va partir, il épouse une étrangère et ils quittent le pays aussi, tous les deux. C'est pas anodin, c'est pas anodin, certainement. Ouais, je crois. C'est pas anodin de partir tous les deux, en plus, parce que, bon, après tout, qu'un enfant parte à l'étranger, mais il y a quand même, quand même, on peut peut-être y voir quelque chose. Oui. Bon, il y en a un qui se marie. Mais, vous voyez, ça montre bien que, est-ce que je reçois un message du subversif, mais quand on me dit, on parle que le territoire de chasse du pédocriminel n'est pas comme on peut l'entendre, hein, on est toujours hors du cadre familial, mais d'abord en son sein. C'est-à-dire qu'on dit toujours, les pédophiles, ou le pédocriminel plus exactement, on l'imagine toujours prédateur, solitaire. Non. La majorité, j'ai pas les chiffres, mais c'est plus de 80%, sont mariés et pères de famille. D'accord. On ne le dira jamais assez. Hein. Ouais. Voilà, parce que quand on veut, dire toujours, on imagine l'homme célibataire, désœuvré, n'ayant pas de sexualité. Ouais, non. La grande majorité, ils sont mariés, pères de famille. On en a beaucoup parlé dans l'histoire des prêtres, notamment. Ouais. Il y a eu une interprétation totalement abusive. Hein. Ça n'a aucun rapport. Mais je crois vraiment. Alors après, le tout, c'est comment en parler avec délicatesse, parce que vous voyez, c'est-à-dire, ces secrets de famille, c'est dévastateur de maintenir le secret. Oui. Votre sœur, qui protège-t-elle au fond? On peut penser qu'elle protège avant tout son mari. Oui. Elle protège puisque au fond, en parler quand il ne sera plus là. C'est-à-dire, tant qu'il est vivant, ne pas porter atteinte à sa personne. C'est ça. Hein? Donc, elle est plus dans la protection de son mari que, alors on peut comprendre que ça soit douloureux, mais en même temps, elle maintient son couple. Ah oui, moi, ce qui est, alors après, c'est son histoire, c'est sa problématique, mais c'est quand même très singulier, hein. Ouais, je trouve aussi, oui. De vivre avec quelqu'un qui... vous voyez, donc... alors c'est vrai que ça risque d'être très compliqué et pour vos neveux, parce que si réellement eux-mêmes ont été victimes, ça veut dire peut-être un père qui effectivement a abusé, une mère qui peut-être aurait fermé les yeux. Oui, oui. C'est très lourd, hein, tout ça. Oui. Ça veut dire que ça suppose derrière... un suivi. Mais déjà, s'ils peuvent entendre quelqu'un qui peut entendre, simplement. Oui. Moi, je peux lancer une piste, hein, comme j'ai fait avec mon frère, hein, et puis voir. Hein. Comment vous l'avez fait avec votre frère ? Alors justement, il me disait que par amitié, il gardait des enfants de ses amis et qu'il était allé faire changer un enfant qui devait être sans doute en bas âge par ma sœur qui habite juste en face, la maison en face. Et moi, d'un seul coup, je lui ai dit, mais surtout pas par mon beau-frère, quoi. Oh là là, oui. Mais il me dit non, parce qu'il me dit, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Et c'est là où c'est sorti, à 47 ans, donc... Alors peut-être, oui. Donc finalement, c'est sorti. Oui, au fond, vous parliez d'enfants, vous parliez. Voilà. Et c'est sorti. Oui, c'était là. Il avait besoin d'en parler. Ouais. Ouais.
moi, je voulais. Mais oui, parce qu'il faudrait surtout pas, parce que votre sœur ne met aucune barrière de protection. Alors je lui ai bien dit, maintenant quand je vois des amis qui viennent avec des enfants en bas âge, etc., elle m'a quand même dit, je ne laisse jamais son mari seul avec eux. Elle m'a quand même dit ça. Mais quand même, moi j'ai des doutes. Je peux comprendre. Un jour ou l'autre, il peut lui retomber une catastrophe. Oui, bien sûr. Ces pulsions-là, il a une injonction thérapeutique. Il l'a certainement. Mais bon, alors ça ne marche pas. Il a plus de 60 ans. Ça marche pas. Et en plus, moi je trouve qu'il est allé peut-être pendant 1 an, maximum 2 ans, puis c'est tout terminé. Oui, donc non, mais il a 60 ans. Oui. Oui, non, mais ça, il peut tout à fait, les pulsions, il les a toujours. Hein. Ben oui. Il les a toujours. Ça posera la question, vous me dites, là, vous avez un de vos neveux qui va se marier, s'il a des enfants, des petits-enfants qui peuvent venir pour des vacances. Enfin, en même temps, ils vont aller vivre à l'étranger. Enfin, vous voyez, tout ça n'est pas neutre. Donc, s'ils reviennent à l'étranger, c'est peut-être qu'ils seront là. Mais peut-être, ça peut être à l'occasion. Ah oui. De ça, du mariage. Enfin, en même temps, ça se dit pas au moment du mariage. Faut pas non plus, parce que c'est bouleversant, hein. C'est quand même très bouleversant, oui. C'est pas. Mais peut-être, trouver un moment. Mais ça, je pense que vous avez suffisamment on entend de bienveillance et de douceur, mais aussi par rapport aux enfants à venir, pour que les futurs petits enfants ne soient pas confiés. En tout cas, jamais seuls. Voilà. Et puis moi, je voulais arrêter cette chaîne parce que. Mais vous avez raison. Peut-être que mes neveux, on ne sait jamais. Au moment d'avoir des enfants, je voulais arrêter cette chaîne. Mais vous avez raison, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand une personne lève le secret, c'est-à-dire qu'on arrête cette chaîne, ce soi-disant côté famille maudite. Non, on voit disparaître ce côté. Ou finalement, on ne sait plus, parce que les générations passantes, on ne sait même plus, si vous voulez. Je reçois un message de Poupie qui dit les 2 grandes guerres ont laissé des traces profondes dans les vies familiales. Et oui, on voit comme ça des choses. Alors ça paraît surprenant, puisque il y a dans des histoires, par exemple dans les rescapés des camps de concentration, on le sait, souvent quand ils sont revenus, ne pouvaient pas parler, n'arrivaient pas à dire. Quand ils ont voulu dire, souvent, ils n'ont pas été entendus. C'était tellement au-delà, c'était indicible, enfin, où on était tellement on avait dépassé, on était dans l'inhumanité, donc on ne pouvait pas croire. Vous voyez, on ne pouvait pas les croire. Hein, donc, ils se sont tus. Donc, beaucoup n'ont pas parlé à leurs enfants. Et finalement, ce sont la génération des petits-enfants qui a repris un peu où on a vu parfois chez certains petits-enfants des signes apparaître, parfois des traumatismes dans la génération suivante. Des choses comme ça qui se sont transmises, qui n'avaient pas pu être dites, et qui s'étaient transmises malgré tout, mais de traumatismes majeurs, à travers. Donc je crois qu'il faut, en parlant, vous allez pouvoir le lever quelque chose. On va accueillir Clément parce que il vous a écouté attentivement et il voulait réagir. Il est avec nous au 39 21. Bonsoir Clément. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi j'aurais voulu intervenir. Je vous ai écouté attentivement. Moi je suis issu d'une famille avec un père incestueux, pédophile. Il a fait des attouchements à ma sœur à l'âge de 7 ans jusqu'à ses 13-14 ans. Jusqu'à ce que ma sœur se confie à moi et me dise que les faits qui ont eu lieu. Oui. Moi, au départ, je n'étais pas au courant. Ma mère était au courant aussi, mais elle avait fermé les yeux. J'ai dû subir toutes les tensions du cocon familial, en fait. C'est quelque chose de... Franchement, c'est atroce parce qu'on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on ne peut pas expliquer quoi. Ils m'ont appris ma soeur me l'a appris après, en fait. Et ça a été un coup de massue, mais un soulagement en même temps. Parce que je pouvais mettre des mots
au désarroi de la famille, en fait. Vous aviez quel âge, vous, Clément, parce que quand vous l'avez appris? Moi, j'avais 16 ans et c'était ma sœur aînée. Oh là là, vous étiez très jeune. Ouais, j'étais jeune, très très jeune, sachant qu'en plus, je suis papa depuis 1 mois et demi, là. Oui. C'est ce que j'entendais. Félicitations. Aussi, merci beaucoup, un petit garçon. Oui. Mais c'est ce que j'entendais. En fait, moi, j'ai jusqu'à ce que mon enfant naisse, j'ai eu une peur réelle que je pouvais hériter de mon père, en fait. Ah, vous l'entendiez par qui? Enfin, par... Pardon? Comment vous l'entendiez? Vous aviez, vous, cette peur d'être comme votre père, peut-être, de reproduire? Oui, j'avais extrêmement peur d'hériter de ce gène de pédophile, quoi. Oui. Il n'y a pas de gène de la pédophilie. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, peut-être. Mais c'est important de le dire. Il n'y a pas de gène. Voilà. Voilà. Et donc, mon enfant est né, je me rends compte que c'est pas du tout la même chose que je vis avec lui. Justement, au contraire, je sais ce que mon père vécu et je sais ce que je ne serais incapable de reproduire de sa part. Après, c'est vrai que moi, la chose qui m'a vraiment... c'est franchement le secret de famille. Le secret de famille, sachant que toutes mes sœurs étaient au courant, parce que ma mère en avait quand même parlé à mes sœurs pour savoir parce que j'ai 4 sœurs, et elle leur a demandé s'ils les avaient touchées elles aussi. Par chance, il l'a touché que ma grande sœur. Oui. Après, oui, c'est très traumatisant d'être... j'étais le seul de la famille, les cousins, cousines, tout le monde était au courant. Sauf moi, quoi. Parlez bien dans le combiné, Clément. Déjà, la liaison n'est pas très bonne. Vous êtes sur la route. Merci de vous être arrêté. Oui, mais parfois, on vous perd. Pardon. Et votre père, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une plainte ou c'est resté dans le cadre de la famille? Non, justement, parce que ma mère a préféré ne pas porter plainte ainsi que ma soeur pour préserver mes autres petites sœurs, parce que... Votre mère n'a pas porté plainte? Non, ma mère n'a pas porté plainte. Ça a été, lors de son divorce, parce qu'elle a divorcé au bout d'un moment quand même. Elle a mis quand même sur le procès du divorce, je sais plus comment on appelle ça, comme quoi c'était un divorce pour faute, et elle a stipulé au juge qu'il avait fait des accoussements. Après, le juge n'a pas voulu mettre l'affaire plus haut, quoi. Et donc il n'y a eu aucune suite. Elle a voulu préserver mes petites sœurs parce que sur des ans, j'avais besoin d'un père. Même s'il n'est plus là pour l'instant. Il n'est plus là. On a tous coupé les ponts avec lui parce qu'il n'avait jamais voulu admettre ses torts. Pour lui, c'est une petite bêtise. Vu d'un geste... Eh oui, c'est là où la justice est importante. Parce que quand même si mis face à la justice qui représente la société, quand il est mis face à la loi que ces personnes refusent, n'intègrent pas. Il y a différents profils de personnes pédophiles. Il y a différents profils. Il y a certains qui sont dans une très grande immaturité affective. Il y en a d'autres qui ont une réelle perversité. Il y en a d'autres qui sont il y a différents. On peut pas. Il y a vraiment différents profils psychologiques. Mais si vous voulez, souvent il y a une confusion comme ça entre père et enfant, où il y a une confusion dans les générations et où ils n'arrivent plus à voir qu'ils ont qui est qui est l'enfant, qui est l'adulte, qui... Alors quand vous dites, vous parlez de votre peur, Clément, c'est-à-dire que vous êtes jeune papa depuis 1 mois et vous semblez, on a entendu dans le son de votre voix, même si le son n'est pas bon, la liaison n'est pas bonne, beaucoup de tendresse à ce moment-là, beaucoup de douceur dans votre voix, où on vous sent émerveillé devant ce petit bébé, où il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce lien que vous allez construire, où finalement vous vous sentez... déjà dans cette relation responsable de ce petit être, que vous allez accompagner, que vous allez aider à grandir, donc il y a quelque chose où vous vous distinguez de lui, où vous êtes l'adulte, il est le petit garçon, le petit bébé que vous allez aider à accompagner comme ça sur son chemin de vie.
Quand on est parfois dans une immaturité affective, si vous voulez, on a du mal à distinguer qui est l'enfant, qui est l'adulte. Ouais, et notamment, je ne cherche pas d'excuses. Je ne cherche pas d'excuses. Et puis, il y a de véritables prédateurs, comme ça peut être quand on voit, par exemple, des découvertes, comme ça semble être dans des cas où il y a des histoires d'enseignants, dans des cas de prêtres, enfin où parfois là on voit ou qui certains abusent de leur autorité, où on voit vraiment une perversité. Après, ça dépend de chacun. C'est pas la fonction qui fait que ce sont là, parce que ils peuvent être enseignants et très immatures. D'un point de vue affectif, ou prêtre est très immature affectivement, vous voyez. Mais il y a des prédateurs, véritablement, et qui agissent avec beaucoup de perversité pour parvenir à leur fin. Donc bon, il y a toutes sortes de personnes, et dans tous les cas, c'est toujours destructeur. Mais je reçois un SMS d'Hélène qui dit: les victimes reproduisent-elles les mêmes actes? Non. Il faut pas tomber dans ce schéma-là. Non. Après, évidemment. C'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Non. Après, je sais pas, je n'ai aucun chiffre, mais je sais que moi, mon père, personnellement, avait subi, pour se faire une excuse, avait subi des attouchements de la part de son cousin. Alors, évidemment, c'est-à-dire que, pour conclure, je dirais que parmi les gens qui ont été abusés, parmi souvent les pédophiles, on retrouve dans leur histoire personnelle souvent des épisodes où ils ont été eux-mêmes victimes d'abus. Victimes d'abus sexuels, ou en tout cas des relations d'emprise morale extrêmement fortes, mais souvent des relations, des abus sexuels. Pour autant, c'est pas parce qu'on retrouve chez ces personnes-là cela, chez ceux qui sont abuseurs, qu'on peut dire que toutes les personnes qui sont pédophiles, si vous voulez, que toutes les personnes qui ont été, attendez, je m'embrouille, que toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement dans leur enfance vont devenir pédophiles. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une nette différence. D'accord, oui, je comprends. Tout à fait, oui. On retrouve très souvent cela dans l'histoire personnelle des pédophiles, mais pour autant, tous les enfants abusés ne vont pas devenir pédophiles. Il n'y a pas un déterminisme. Voilà. D'accord. C'est important de le préciser. Ah ça. Oui, c'est sûr. C'est rassurant. Oui, tout à fait. Très bien. Merci en tout cas Clément de votre témoignage et occupez-vous bien de ce petit garçon. Et écoutez, bon courage Marguerite. Mais vous pouvez... merci à vous Caroline. Si oui, et je redonne le livre d'Anne Ancelin Schutzenberger qui s'appelle Aïe mes aïeux. C'est aux éditions Brochet. Merci à vous, Marguerite, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Milo, you don't know. Bonsoir, Anna. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Écoutez, ça fait un moment que je vous attends. On a essayé de vous joindre, mais vous étiez sur répondeur. Non, c'est pas ça. C'est, écoutez, je suis troublée. Ah bon? Mais oui. Parce que peut-être que mon propos, au regard de ce que je viens d'entendre, enfin pas au regard parce que je ne vois pas, mais des souffrances de pédophilie, etc., peut-être que mon propos n'aura pas de... Enfin bon. Oh non, ça, écoutez, il y a pas de... Mais, je comprends que ça soit difficile parfois de s'exprimer après tel ou tel témoignage, mais vous savez bien, si vous écoutez cette émission, qu'on peut... c'est une libre antenne, qu'il y a des sujets plus légers, plus graves, c'est un peu à l'image de la vie, je le dis souvent. J'avais même noté, j'ai pris mon petit carnet, il y avait Aline en premier, j'avais envie de dire des trucs, il y a eu j'ai envie de dire des trucs aussi. Ah vous voyez, là, vous auriez pu. Mais là, comme il nous reste peu de temps, je vous propose quand même qu'on se centre sur vous, parce que finalement, c'est pas très simple, puisque vous élevez seul, je crois, votre petite fille de 3 ans, et qui vous pose pas mal de questions. Donc, autant qu'on en parle ensemble. Écoutez, je vous ai appelé, c'est la première fois, alors je suis toute tremblante et toute timide. Je me suis permise d'appeler parce que
j'ai vu ma petite puce depuis quelques jours. Elle est triste. Mais triste. Elle a 3 ans et 3 mois. Oui. Et vraiment triste. Voilà. Alors, que lui arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on a une vie très difficile. Hein. Je vais essayer de résumer notre situation. Voilà. Elle n'a pas de papa. Enfin, elle n'a pas de papa. Si, elle a un géniteur, bien sûr. Mais comment dire, j'ai fait un déni de grossesse. Je me suis rendue. Je vais vraiment aller vite. Hein. Un déni de grossesse. Enfin, j'avais un petit ami. Voilà, on était plus ou moins ensemble et je suis tombée enceinte, mais je ne le savais pas parce que j'avais toujours mes règles, hein, je vais parler crûment. Des règles, c'est pas cru, hein, c'est la réalité. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a mis un préservatif et puis il a craqué, j'ai pris la pilule du lendemain, donc je me pensais, voilà, et puis j'ai eu mes règles, donc je me pensais pas enceinte et j'étais toute fine, toute jolie, etc. Et puis, à un moment, j'ai senti que mon corps, quand même, c'était bizarre. Donc, je vais voir le médecin et lui, qui me connaît bien, me dit, mais vous ne seriez pas enceinte? Je dis, mais non, c'est pas possible. Et j'ai fait une prise de sang et j'étais enceinte, et grossesse de 5-6 mois. Voilà. La puce, elle était cachée. Et du jour où je l'ai dit, où le médecin, mon ventre s'est développé. Bref, grossesse difficile parce que mon amant, on va dire, je sais pas comment dire ça, mon ami, parce que c'était pas vraiment mon compagnon, on aimait bien sortir ensemble et puis bon, se faire des câlins, quoi. Comment dire, c'était nouveau pour lui, etc. Et j'étais assez âgée, hein, j'avais 36 ans. Et grossesse difficile, préclampsie, etc. Et une petite puce qui est née de 1,620 kg. Voilà. Et un petit peu, donc elle est née avant prématurée, un mois prématurée, et par césarienne parce que comment dire, le cordon ombilical, enfin tout ça ne la nourrissait plus. Oui, donc, d'accord. 1,620 kg, même pas un poulet comme je dis, parce qu'un poulet c'est 2 kilos. Voilà. Enfin bon, ça s'est bien passé, elle va très bien. Le souci, c'est que son père, effectivement, enfin, je vais dire le géniteur, hein, parce que au début, il a vu 2 ou 3 fois. C'est pour ça que j'ai quelques photos. Parce qu'on parlait de secrets tout à l'heure, ça me renvoie à ça. Parce qu'avec ma fille, justement, j'ai évité les secrets. Et j'ai quelques photos. Et son géniteur m'a dit, écoute, tu dis pas que c'est moi le père, je vais être tonton. J'ai dit non. Non, tu ne seras pas tonton. Soit tu es le père, soit tu n'es rien du tout. Voilà, on ne va pas se mélanger les pédales. Bref, voilà. Et maintenant, si vous voulez, je vous passe les difficultés de la vie, toute seule, à élever un enfant. Mes diplômes, parce que j'ai fait des études supérieures, j'ai tout bloqué. Je me retrouve avec un RSA, à vivre avec 570 €, avec une petite fille endettée. Enfin bon, ça c'est pas grave. Oui, là, la question, oui, mais là, comme je dois aller vite, je vais aller. Non, mais prenez votre temps. Oui. À l'essentiel. Non, mais vraiment, je suis déprimée, je suis presque dépressive. Hein. Je suis, voilà, parce que. Donc c'est vous qui êtes triste, en fait. Justement, Caroline, je sais pas. J'ai vu ma fille triste, et à ce moment-là. Elle était endormie dans son lit et c'est la première fois que j'ai vu ma fille ne pas... Elle était dans son lit et je suis allée lui faire le dernier câlin, vérification. Elle ne s'est pas retournée et elle pleurait. Oh mon sang. Et c'est la première fois que... Je sais pas, elle m'en veut peut-être. Enfin, voilà. Et en même temps... Mais qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé? Vous pensez qu'elle vous en aurait voulu de quoi? Non, si vous voulez, elle a 3 ans aujourd'hui. Tant qu'elle était là, ces jours-ci, elle vous en aurait voulu de quoi, selon vous? Elle n'arrête pas de parler de son papa. Père. Oui, parce qu'elle va rentrer en maternelle en septembre. Oui. Elle est en crèche. Elle voit les autres enfants. Qui parlent de leur papa. Oui, et puis les papas qui viennent chercher. Oui. Hein, leurs enfants. Et tous les jours, et je vais abréger, mais son père m'a fait des violences après coup, hein, d'accord? Voilà. Donc son père, moi, c'est pour ça que j'ai le géniteur, parce que c'est pas... Qu'est-ce que vous lui dites à elle, quand elle vous parle de son papa?
quand elle vous demande, quand elle vous pose des questions? Ah, mais c'est simple. Moi, je lui ai dit, et j'ai l'aide d'une pédopsychiatre, bien sûr. Oui. Ah oui, parce que dès qu'elle a commencé à me parler de ça, parce que j'ai une relation, c'est son père, et en même temps, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son père m'a fait par ailleurs des violences qu'elle n'a pas vues parce qu'elle n'était pas là. Donc j'ai une haine viscérale. Oui. Mais qu'est-ce que vous lui dites à elle? Parce que moi, son père ne veut pas d'elle. Oh là là, la pédopsychiatre vous dit de lui dire ça? Ben, bien sûr, écoutez, c'est la pédopsychiatre qui lui a dit la première fois. Bah écoutez, je trouve ça violent de dire ça à une petite fille de 3 ans. Hein. Non, c'était pas, elle avait même pas 3 ans. La première fois, on ne dit pas ça, je suis désolée, mais même à 3 ans, 2 ans. Écoutez, Caroline. Non, mais c'est pas vrai, mais je trouve ça très dur. Je vous explique un truc, c'est que la première fois, si vous voulez, un jour, j'étais en train de lui faire à manger, etc. Elle était en train de manger, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que chez la nounou, tu manges bien, correctement, et que voilà, et puis qu'avec moi, moi, maman. Non, mais j'ai pas dit que vous étiez violente. Non, mais je vous explique comment j'ai déroulé la chose. Et elle me dit, c'est ce jour-là que j'ai décidé de consulter la pédopsie. Elle me dit, et je m'y attendais pas, je lui dis, mais pourquoi tu ne manges pas avec moi? Oui. Avec moi, tu manges pas. Elle me dit, parce que papa n'est pas là. Et là, je suis dans ma cuisine et je me suis effondrée. Donc, du coup, j'ai consulté une pédopsie parce que je ne savais pas comment aborder le sujet, comment lui parler de ça. Et la pédopsychiatre, je vous assure, j'étais à côté d'elle. C'est vrai que j'ai trouvé ça violent parce qu'elle a dit, tu sais, Lou, tu as un père, mais il ne veut pas de toi, il ne veut pas s'occuper de toi. Oh, j'ai dit le prénom de ma fille, elle s'appelle Lou. Bon, bah voilà. Ouais, c'est dommage. Enfin, je trouve que c'est un peu violent. Ah, j'ai trouvé ça violent. Parce que dire, c'est. Alors déjà, c'est bien de lui dire qu'elle a un père. Oui, mais qu'elle a un papa et que c'est. Non, c'est pas un papa, Caroline. Puisqu'il ne s'est pas occupé d'elle. Bon, en tout cas, pour une petite fille du haut de ses 3 ans, qui a besoin, par rapport aux autres, par rapport aux autres enfants, les enfants ont besoin d'être un peu comme les autres. Quand elle pourra répondre, dire oui, j'ai un papa. Dire. Ce n'est pas un papa, Caroline. Bah oui, mais alors on peut pas échanger. On peut pas échanger, Anna, si vous restez butée. Mais non. Mais le problème, c'est que Anna, vous avez votre point de vue en tant que femme. Et j'entends. On va pas. Il nous reste. D'accord. Je vous écoute. Non, mais le problème, c'est que là, moi, l'émission se termine et j'aurai besoin de temps pour développer. Ce que je vous propose, c'est que j'ai plein de choses à vous dire. Oui, mais il va falloir qu'on prenne un peu le temps d'échanger parce qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de vous en tant que femme, où vous êtes très en souffrance, très en désarroi, et le niveau de votre petite fille. On peut en reparler demain? C'est vrai? Mais bien sûr. Parce que j'ai même aussi un problème identitaire, etc. Ah oui, mais on ne pourra pas tout aborder non plus. On va se centrer sur votre petite fille et vous, d'accord? Et on se rappelle demain. On peut démarrer l'émission avec vous dès 23h. C'est vrai? Oui, Anna, c'est promis. Mais là, il faut que je rende l'antenne avec un peu de musique. Et de toute façon, je pourrais pas vous répondre en 3 minutes. Donc, on se dit à demain, Anna. Ne raccrochez pas, vous allez voir avec Quentin. D'accord? Au revoir. J'aimerais avoir votre... Mais je vous le donnerai, c'est promis. Au revoir, Anna. À demain.